Ok, bonjour à tous, bienvenue au Scrum Day, bienvenue à cette session. Si vous n'êtes pas venu voir un sujet sur la polycompétence dans une organisation agile à grande échelle, vous êtes gouré de salles. Sinon, on est parti pour une petite heure. Alors, ces sessions et toute cette journée n'existeraient pas si le Scrum Day ne recevait pas l'appui d'un certain nombre de généreux sponsors. Et je ne dis pas ça uniquement parce que j'en suis. Vous pouvez remercier Accenture, Neoxia, Palo IT, Zenica, Ipon, CLT, Xebia, Microsoft, IBM et tous les autres sponsors annuels ou silver. Il y en a quand même beaucoup, je ne vais pas tous les citer. Mais allez faire un tour sur les stands. Il y a 2 salles de stands au passage. Ça nous fera plaisir de vous voir. Bien, donc comme vous le savez tous, Scrum demande et provoque la polycompétence. Oui, toi là, sinon okay. On ne t'entend pas. Demande et provoque la polycompétence, mais n'explique pas vraiment comment on y arrive. Cette session est basée sur un retour d'expérience d'une mission que nous avons menée tous les deux chez un client. Et donc nous allons vous présenter la démarche que nous avons adoptée chez ce client pour adopter la polycompétence. On va voir que à la grande échelle, les grands systèmes finalement ont renforcé la nécessité d'avoir une démarche sur la polycompétence, et on va voir également que ça a été un élément clé de la transformation. Alors, on a une conférence d'1 heure, on a gardé un petit quart d'heure pour les questions, ça veut dire qu'on est censé tenir en 45 minutes, ce qui pour moi est un exploit. À mon collègue qui sourit parce que je suis réputé pour être bavard. Du coup, pour contrôler le temps, on a mis un petit beignet en haut, vous le verrez se remplir au fur et à mesure de l'avancement, et puis comme ça en plus, si on est strictement ennuyeux, quand il sera à la moitié, vous saurez que vous tenez le bon bout. Globalement, de quoi on va parler? On va d'abord vous resituer le contexte de ce projet. Ensuite, ce qui permettra de comprendre un peu en quoi la polycompétence était un élément clé, comment on l'a installé, c'est-à-dire qu'on a rencontré un certain nombre d'obstacles, et à chaque fois, quel obstacle on a rencontré, comment on l'a résolu. Et puis, on terminera, évidemment, c'est un retour d'expérience par les résultats et puis une ouverture sur la suite. C'est une session, comme la plupart des présentations que je fais, qui est soumise à critères d'acceptance. Donc certains qui ont déjà assisté à mes présentations connaissent les choses. Donc je vous demanderai à la fin de lever la main si vous avez ou compris un problème que vous avez dans votre boîte et que vous n'aviez pas identifié, trouver une technique à remporter ou tout simplement même découvert une idée nouvelle. Et puis par ailleurs, tout au fond là-bas, vous avez des posters pour mettre une petite gommette sur le smiley. Ça, c'est pour l'organisation de la journée. Alors, voici vos 2 orateurs. Je suis Pierrick Revol, je suis coach agile chez Valtech. Pour la petite histoire, donc Valtech, c'est 15 bureaux, 18 pays et 1600 collaborateurs dans le monde. Nous accompagnons nos clients sur des transformations lean et agiles à grande échelle et à petite échelle également, sur des transformations IT, d'urbanisation de systèmes d'information. On accompagne également nos clients dans des campagnes de marketing digital et sur des problématiques de mobilité. Bon, CLT, c'est un peu une autre échelle. Nous, on est 21, on a un bureau, il est en France. Et on a une activité de conseil et de service autour du développement de logiciels avec un métier de développement au forfait et puis 2 métiers de conseil et d'expertise sur les techno.net Microsoft d'un côté et sur tout ce qui est la facilitation du passage au lean et à l'agile d'autre part. Et on est, pour clarifier les choses, en train d'isoler cette activité sous la marque Coactive. Donc aujourd'hui, j'ai un t-shirt Coactive, vous verrez suivant sur le stand un peu les 2 marques. Avant qu'on continue, j'avais juste une question, parce que j'aime bien savoir à qui je parle. Je connais Dominique, je connais Céline, mais la plupart d'entre vous, on ne se connaît pas. Qui est-ce qui est plutôt du côté consultant, prestataire autour de l'agilité? D'accord, un bon tiers.
Qu'est-ce qui est plutôt du côté grande organisation, puisqu'on est sur un sujet à grande échelle? Un petit tiers, et donc tous les autres, vous êtes monsieur. Je ne vous ai pas vu lever la main. Grande organisation quand même. Ok. Bon, personne ne s'est trompé de sujet, sinon il est encore temps. Je pense que dans les autres salles, ils devaient être encore en train de faire les présentations aussi. On continue. Alors, cette mission, elle avait une caractéristique de confidentialité très forte qui lui était attachée. Donc, une de nos difficultés quand on a voulu monter un retour d'expérience avec Pierrick, c'était de dire comment on va faire comprendre les spécificités et donner des exemples un peu concrets, tout en ne dévoilant rien de l'identité du client et de ses problèmes spécifiques. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a choisi de transposer complètement dans un domaine différent, mais qui pose des problématiques similaires. Et donc, on va parler aujourd'hui d'une société qui construit des fusées. Ah, c'est l'autre. Donc, ce grand projet auquel on a participé est la nouvelle fusée lunaire V5.0 qui amène énormément de nouvelles fonctionnalités par rapport à l'ancien modèle V4.1. C'est un projet qui implique énormément de personnes dans le monde, à peu près 1000 personnes réparties sur 3 continents. Et à l'occasion en fait, de cette V5.0, le client se dit c'est le moment de faire de l'agile, on va transformer globalement toute l'organisation. Cette fusée, elle est de la responsabilité d'un product owner et donc la fusée est elle-même découpée en 4 sous-systèmes. On a le système sol qui est fait en Inde, on a la propulsion qui est faite en Chine, on a également le guidage, pilotage qui est fait aux États-Unis, et pour la partie qui nous intéresse plus, le système de vie qui est fait en Europe. Chaque sous-système est géré par un area product owner qui a la responsabilité du recherche et développement, de la qualification et de la production. La R&D est en France, la qualification dans l'Est de l'Europe, et puis la production un petit peu partout. Alors nous, effectivement, on est intervenu plus spécifiquement sur la partie R&D, donc en France. Le Area Product Owner qui gère cette partie-là, alors on ne vous parle pas de l'organisation qualification-production qui était en dehors de notre domaine d'intervention. Sur la partie R&D, ça représente une centaine de personnes et un peu plus de 10 équipes qui sont réparties sur 3 sites. Dans chaque site, le Product Owner de l'AREA, on est déjà au 2e cran, est secondé par un certain nombre de site PO, de Product Owners locaux, relais, qui l'assistent et qui vont eux-mêmes gérer un certain nombre d'équipes qui sont plutôt axées fonctionnalité. Typiquement, dans notre système de vie à bord, on va avoir sur un des sites une équipe qui gère les systèmes de contrôle de la température, les systèmes de traitement de l'air, les systèmes d'éclairage, les systèmes de sonorisation ou que sais-je. Une équipe type, on va prendre par exemple l'équipe Comet qui s'occupe de la température, ça va être notre sujet d'étude pour aujourd'hui. Elle est composée de métiers très différents. La composition varie légèrement d'une équipe à l'autre, mais globalement elles font 8 ou 9 personnes à peu près toutes, et il y a toujours à peu près les 4 métiers qui sont l'architecture, l'architecture, le développement, le test, ce qu'on appelle sur système cible, et le test d'intégration sous système. Concrètement, l'architecte, c'est souvent un développeur, un ancien développeur, ou parfois c'est quelqu'un qui vient plutôt de la phase amont, de la phase spécification. Dans une équipe type, on va avoir donc un architecte, 3 développeurs, 2 électroniciens qui vont, eux, tester le système avec des oscilloscopes et des sondes une fois qu'on a embarqué le logiciel dedans, et 2 testeurs système qui, eux, vont être plutôt des ingénieurs, si on est sur la température, ça va être des ingénieurs thermiciens, par exemple, qui vont tester notre système dans une étuve. Donc l'intégralité du projet est gérée par un seul et unique product backlog pour l'intégralité de la fusée, et il existe en fait 3 niveaux
de déclinaison qui donne une granularité adaptée à chaque niveau. Le backlog est constitué de PBI, donc de Product Backlog Items, tout au long de ces 3 niveaux. Pour ce qui est du Product Owner qui détient le Product Backlog, il a un certain nombre de features sous sa responsabilité. On pourrait avoir une feature qui est au décollage libérer un maximum de puissance pour la propulsion sans sacrifier la sécurité à bord. Et puis cette feature, une fois qu'elle arrive dans le product backlog, enfin qu'elle est raffinée au niveau de l'AREA pour l'AREA Product Owner, elle pourrait apparaître sous la forme d'une EPIC, pouvoir passer le système de vie à bord en mode énergie critique, et elle se décline une dernière fois dans le site backlog du SPO, avec à ce niveau-là une user story dédiée à l'équipe température qui s'appelle « En mode énergie critique, ne réguler la température qu'en dehors des plages supportables avec combinaison », donc entre -5 et +40 degrés. On peut voir qu'il y a une nomenclature, feature, epic et user story sur ces petites étiquettes. Et le modèle utilisé est le modèle qui est décrit dans le livre de Craig Larman qui s'appelle Scaling Lean and Agile Development. Donc, j'espère que ça vous explicite à peu près le mode d'organisation de ce projet. La question, on a mis cette session sous le titre sous l'égide de la polycompétence. Pourquoi ? Très rapidement, une fois qu'on a installé le Scrum dans cette organisation, c'est-à-dire qu'on a formé les gens, on a animé des ateliers, alors on n'était pas que nous deux, hein, on était 4 coachs au total, animer des ateliers pour former le backlog initial, puis construire les équipes et lancer le premier sprint. Nous, on s'est dit, OK, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? La première chose qu'on a fait, c'est d'observer pour voir où étaient les problèmes. Et très vite, on a vu que la polycompétence, c'était un sujet clé. Ce qu'on va faire dans cette partie, c'est qu'on va essayer de vous amener sur le même cheminement qu'on a eu, nous, pour identifier cette question, en partant de nos observations. Alors, Pierrick, qu'est-ce qu'on a observé ? Eh bien, l'une des premières difficultés qu'on a rencontrées, c'était que les cérémonies de planning et de chiffrage étaient assez pénibles. En fait, on avait des experts qui ne voyaient pas pourquoi il fallait avoir un intérêt dans l'expertise d'un autre. On avait également à l'occasion des daily meetings, on trouvait globalement inutile de se pencher sur les problèmes des autres. Et donc, ce qui faisait que globalement, les cérémonies servaient à pas grand-chose. Oui, d'ailleurs, il nous disait, ça sert à rien, le daily, on pourrait le faire qu'une fois par semaine. Sur le principe, ça devient beaucoup moins un daily. La deuxième chose qu'on a observé, c'est que globalement, les engagements n'étaient pas tenus. À la fin du premier sprint, il n'y avait aucune équipe qui avait délivré ce qu'elle avait annoncé, mais pas à la marge. C'est-à-dire que c'était de l'ordre du « je m'engage sur 10 stories, j'en livre une ou j'en livre 0 ». Et par ailleurs, ce qu'on observait aussi, c'est que dans les sprints, il y avait un certain nombre de gens qui n'avaient rien à faire une partie du temps. Et puis, on a vu émerger également une chose assez rigolote. On avait imposé à la base un sprint de 3 semaines, bon, en toute légitimité, je dirais, de coach. Et en fait, on a vu très rapidement émerger la bonne idée de on va allonger le sprint. On a eu des remarques et on a même fait un workshop finalement avec les gens pour se pencher sur la question de pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas des sprints de 4 semaines, des sprints de 6 semaines. Les raisons évoquées étaient nos stories sont trop longues, ça ne tient pas dans un sprint, ou alors c'est vraiment pénible les livraisons, donc faisons-le moins souvent. Pardon, excusez-nous, on a 2 micros, mais on n'a qu'une seule télécommande. Alors, c'est les joies de la présentation à 2. Et oui, c'est toujours à toi d'expliquer pourquoi on avait ces problèmes. Donc, par rapport à ces problèmes-là, on a fait la méthode bien connue des 5 pourquoi. Et donc, on a trouvé quelques explications à ces problèmes. On avait avant tout un problème de répartition de la charge. On avait un backlog qui n'était pas homogène en charge sur les métiers.
Il y avait des attentes de chaque métier au fur et à mesure du... ouais, non, c'est pas ça. C'est après, pardon. Donc on avait également des mini-cycles en V dans les sprints. Forcément, l'architecte commençait sa conception, ensuite passait le flambeau au codeur, et puis parfois même il n'y avait pas assez de temps pour passer le flambeau au testeur, et il se retrouvait parfois à tester dans le sprint d'après. Puis surtout le testeur, du coup, il avait attendu 3 semaines avant de commencer. Exactement. Et il y avait également un problème de superposition des activités, des branches qui étaient très longues. Toute l'activité de livraison finalement se faisait à la fin du sprint, et il y avait des gros conflits de merge entre les équipes, parce que quand vous vous retrouvez avec 10 équipes qui synchronisaient livrent tout en même temps, et badaboum. Et très rapidement, ce qu'on a entendu dans les équipes, c'est bon, là il faut arrêter de rigoler, le Scrum ça sert à rien, ça peut pas marcher chez nous. Et donc la réponse, nous, ça a été non. Si, le Scrum, ça peut marcher chez nous. Et la question, c'est pas d'abandonner tout de suite la méthode dès qu'on rencontre une difficulté. C'est pas non plus de dépouiller la méthode de tout ce qui nous gêne. Hein. Tout à l'heure, je fais un lightning talk. Je vous dirais que c'est pas parce qu'on met un tableau et des post-it qu'on fait de l'agile. Effectivement, il y a tout un tas de demandes des équipes comme ça qui visaient à démonter complètement le Scrum. C'est-à-dire, oui, on a un problème d'équilibre de la charge. D'une story à l'autre, d'un sprint à l'autre, je vais avoir beaucoup de code, très peu de tests. Je vais avoir très peu de code, beaucoup de tests. Donc, ce qu'il faudrait, c'est que, pour ce sprint-là, que l'équipe étoile nous prête un développeur. Il faudrait que, par contre, là, on a un testeur qui sert à rien, donc il faudrait qu'il aille jouer ailleurs pendant ce temps-là, parce que ça serait pas très rentable pour nous de l'avoir. Il a fallu leur expliquer, évidemment, que si une des choses qu'on sait à l'expérience, c'est que la productivité, l'organisation, l'efficacité d'une équipe Scrum, elle se construit dans le temps. C'est quelque chose d'assez fragile et qui se perd quand on modifie l'équipe. Donc, recombiner l'équipe à chaque sprint, c'est pas la bonne solution. La bonne solution, c'est plutôt effectivement de développer la capacité de l'équipe à travailler avec les conditions dans lesquelles on est. Et bien au-delà, on pourrait supposer que, à la limite, on trouve le moyen de faire varier la composition de l'équipe. Ça serait pas résoudre le problème parce qu'on ne contrôle pas le backlog. De toute façon, il faut qu'on fasse ce qu'il y a dans le backlog. Si le backlog il contient beaucoup de code et qu'on a peu de codeurs, peut-être qu'il faut qu'on embauche un codeur de plus sur le long terme, mais dans l'immédiat, il faut qu'on se débrouille avec ça. Donc il faut qu'on augmente la capacité de collaboration. Au-delà de ça, on a un problème de longueur des branches. Et donc, j'ai une dizaine d'équipes qui travaillent tout en parallèle. Ils finissent tout en fin de sprint quand ils arrivent à finir, puisqu'ils enchaînent les étapes les unes après les autres, l'architecture, puis le code, puis les tests système. Donc, on ne va pas résoudre le problème magiquement en disant j'ai une solution pour que tout le monde puisse livrer en fin de sprint tous en même temps et que ça se passe bien. La solution, ça va être de raccourcir les branches. C'est un grand classique d'intégration continue. Là, ils ne sont pas en intégration continue, ça y vient, mais ce n'est pas encore le cas. C'est un grand classique. Si effectivement on est 100 à avoir bossé pendant 3 semaines, le nombre de fichiers qui ont été modifiés par plusieurs personnes est astronomique. Si effectivement je fais des petits lots de livraison et que j'ai bougé 2 jours de code avant de le committer et de le fusionner avec les autres, j'ai moins de conflits, c'est tout simple. Il faut juste le faire plus souvent. Donc la réponse qui est de dire on va allonger les sprints parce que livrer c'est compliqué, on va le faire moins souvent, c'est non. Livrer c'est compliqué, donc il faut le faire plus souvent. Pour pouvoir le faire plus souvent, il faut raccourcir ce fameux cycle en V à l'intérieur des équipes, il faut augmenter la parallélisation des équipes, donc il faut qu'on attende moins avant de commencer à tester. On va voir qu'il y a des sujets d'organisation, mais il y a aussi des sujets de si j'ai moins de codeurs, peut-être que les testeurs peuvent aider, coder un peu. Donc la réponse, c'est vraiment développer la polycompétence, la capacité de l'équipe à se complémenter, à se suppléer quand on a un problème d'équilibre entre la charge et la compétence. Ah, c'est encore moi, pardon. Oui, c'est un petit dessin que j'aime bien. Oui, effectivement, ça va être compliqué, ça va être désagréable,
mais c'est en progressant, c'est en sortant de sa zone de confort qu'on va progresser. Ken Schwaber a une citation que j'aime beaucoup employer et répéter, dont j'abuse tout le temps. Quand vous mettez Scrum en place dans votre organisation, tous les problèmes vous sautent à la figure. C'est bien parce que ça vous permet de les traiter. Comme ça qu'on va avancer. Alors globalement, on a rencontré deux types d'obstacles. D'abord des freins psychologiques, de l'ordre du ok, la polycompétence ça me fait peur, ou alors j'ai pas envie d'y aller. Et puis ensuite des problèmes d'organisation en termes de ok, mais je sais pas comment on peut fonctionner. Moi je suis électronicien, lui il est informaticien, lui il est thermicien. Comment est-ce que moi je peux faire son boulot? On va traiter les deux dans l'ordre. Pierrick, je te... Donc, en fait, quand on commence une transformation agile en tant que coach, on a clairement à cœur de convaincre les gens que l'agilité, ça va être la solution à beaucoup de leurs problèmes. Mais d'une certaine façon, c'est pas faire des grands discours, faire des grandes palabres, faire des grands shows où on va dire l'agilité c'est fantastique et il faut que tout le monde en fasse. En fait, c'est plutôt quelque chose qui est basé sur l'écoute et sur la compréhension des problèmes des gens et des choses qui leur arrivent. Donc plus une attitude de psy qui écoute son patient sur son divan. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mené très rapidement des entretiens individuels. On a pris à peu près 15 minutes par personne. Avec Damien, ça durait plutôt 1 heure, quelque chose du genre. Et on leur a demandé tout simplement « Comment vis-tu le Scrum ?» On a très vite vu qu'il y avait eu un gros raté sur la polycompétence. C'était un vrai chiffon rouge. Les gens avaient une terreur de la polycompétence, c'était hallucinant. On a entendu des choses du genre « Je suis expert de la sonde de température, il est hors de question que je me rabaisse à donner ma compétence aux autres et puis que finalement je ne sois plus expert. » Donc une peur de perte de la singularité des gens. On avait également des gens qui étaient mal à l'aise, qui étaient un petit peu, qui avaient peur, qui avaient des doutes sur leur capacité à transmettre, mais aussi sur leurs compétences. Donc forcément, quand on va révéler à tout le monde qu'on n'est pas si fort que ça, des fois on n'a pas vraiment envie de partager ce qu'on sait. Et chose assez typique, je dirais, des systèmes de grande ampleur, c'est que on travaille sur des fusées, c'est pas des jouets, on a des vies humaines en jeu, donc c'est très compliqué et il est hors de question qu'on laisse tomber la qualité. Donc une peur finalement de si on n'a plus d'experts, on n'a plus de qualité. Et il a fallu mener une activité autour de l'ambiguïté qui s'était créée autour de la polycompétence. En effet, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de fantasmes autour de cette notion de polycompétence qui avait été expliquée pendant les workshops de démarrage, mais sur lequel il y avait des modèles faux qui s'étaient projetés dans l'esprit des gens. Donc ce qu'on leur a expliqué, la première chose, c'est qu'il ne s'agit pas que tout le monde devienne généraliste de tout. Parce que sinon, oui, là, on est d'accord, on va avoir une qualité de merde. On a besoin des experts. Les experts doivent rester experts. Et il ne s'agit pas non plus d'avoir une équipe de 8 experts. C'est comme au foot. Si vous avez 11 attaquants, il n'y a personne dans les buts. Et je ne suis pas sûr que vous mettiez plus de buts pour autant. Inversement, si vous avez 11 gardiens de but, vous pouvez peut-être arriver à boucher tout l'espace, mais vous irez quand même pas loin. Donc l'idée générale de la polycompétence, c'est quand même d'avoir une équipe avec des expertises différentes, mais avec une capacité des arrières à marquer des buts quand même, quand ils ont une ouverture. C'est-à-dire une capacité à sortir de leur champ d'expertise pour venir saisir la balle au bon moment. Et le sujet clé là-dedans, c'est que l'expert, justement, va jouer un rôle. C'est-à-dire que quand c'est le moins expert qui va prendre la balle,
eh bien, l'expert va pouvoir éventuellement l'accompagner, va pouvoir lui expliquer, il va pouvoir transmettre. Le gros avantage en plus par rapport à ceux qui ont des inquiétudes sur je vais perdre ma singularité, c'est que justement c'est en transmettant, en expliquant aux autres et en validant ce que font les autres qu'ils valorisent leur expertise. Si je suis expert mais que je suis expert tout seul dans mon bureau, peut-être que personne ne s'en rend compte. Si effectivement je fais l'effort d'aller expliquer les choses aux autres, eh ben, je suis reconnu pour mon expertise de facto. Le deuxième sujet qu'il a fallu leur expliquer, c'est que oui, former, c'est compliqué. Former quelqu'un à son métier, c'est pas quelque chose de naturel. C'est pas parce que je suis expert, c'était un des deuxièmes sujets de crainte forte, c'est pas parce que je suis expert de mon métier que je sais nécessairement bien le transmettre. Et par ailleurs, c'est pas parce que je suis électronicien et qu'on me demande de me former un peu au test unitaire que je vais savoir le faire spontanément. Donc là aussi, il va falloir accompagner les gens et pour former et pour être formés. Et puis la deuxième chose, et qui était une des craintes qui est apparue très vite quand on a fait parler les gens, c'est qu'il y avait une supposition qu'ils n'auraient pas les moyens, qu'ils n'auraient pas le temps, qu'on allait leur mettre la pression et qu'on allait leur demander d'être polycompétents. Et non. Se former, ça demande du temps et des moyens. Et un de nos boulots à nous, en tant que coach, c'était justement d'acheter du temps auprès de leur management, de fournir des idées de moyens et d'organisation pour faciliter cette montée en compétences. Et le troisième sujet qui était important, c'était que ça allait se faire exactement et uniquement sur la base du volontariat. C'est-à-dire que c'est pas moi qui vais désigner et qui vais dire « Dominique, tu dois devenir experte de l'électronique », c'est éventuellement Dominique qui va dire « Ah, moi, je m'intéresserais bien au test système, parce que j'aime bien, ok, je suis spécialiste du code, mais j'aimerais bien aller voir ce que ça donne, le résultat au bout, et donc j'aimerais bien aller tester le sous-système dans les tuves pour pouvoir avoir un retour direct sur ce que j'ai fait. » C'est le premier sujet qu'on a attaqué dès la première rétro. Et donc, dès la première rétrospective de l'équipe Comet, voilà. On a observé qu'il y avait des tensions dans l'équipe, une incompréhension également par rapport à ce qui s'était passé. C'est des gens qui ont l'habitude d'estimer leur temps de travail. Ils s'étaient engagés vis-à-vis de quelque chose qui pour eux semblait complètement atteignable et ils se sont complètement plantés. Ils supputaient, ils pensaient, ils voyaient qu'ils avaient des problèmes d'auto-organisation. Mais ils n'arrivaient pas vraiment à voir comment ils pouvaient régler le problème. Ce qu'on leur a proposé à l'occasion de cette première rétrospective, c'est la matrice des métiers qui est ici, quelque chose d'hyper simple, avec en fait, si vous regardez en colonne, les 4 métiers que vous expliquiez tout à l'heure Damien, avec la partie architecture, la partie développeur. On avait des codeurs, du code d'un côté et des tests unitaires de l'autre. La partie test target et la partie test système. Ensuite, en ligne ici, on a demandé aux gens, chacun à leur tour, de se positionner par rapport à chacun de ces métiers et de dire bah, moi je connais, c'est mon expertise, je suis autonome sur le sujet et je peux transmettre. Également sur est-ce que j'ai un intérêt ou pas sur tel ou tel métier. Est-ce que, par exemple, Paul, qui est développeur et Scrum Master de l'équipe, il montre un certain intérêt pour l'ensemble des métiers qui sont pratiqués dans l'équipe. Et puis également, on a laissé aux gens la possibilité de dire non, je ne veux absolument pas acquérir de compétences par rapport à tel ou tel métier. Donc on a rendu visible le non, qui parfois est complètement invisible. Ce qu'on a vu également, c'est qu'il y a des gens qui, comme Laurence par exemple ici, qui est spécialiste du test système, veut absolument faire autre chose que du test système. Donc on est vraiment sur une base du volontariat, où les gens qui ont un intérêt montrent leur intérêt, et les gens qui n'en ont pas, finalement, le montrent visiblement. Ils sont autorisés à le montrer, c'est ça qui est important. C'est qu'on dit, ok, c'est officiel et c'est pas grave. Je mets une croix rouge et ni le coach, ni le manager, personne vient dire, toi, pourquoi tu as mis une croix rouge ? Ok.
Exactement. Et donc, les actions qu'on a apprises à l'occasion de cette rétrospective, ça a été de faire des mini-présentations des métiers. Les experts de la partie système test ont dit, écoutez, nous on peut vous faire une petite présentation de 2 heures de notre métier. On va vous montrer le labo, on va vous montrer comment dérouler un test, on va vous montrer votre métier. Ça a eu 2 effets. C'est que, l'expert métier s'est senti valorisé en présentant finalement son métier. Et puis 2, ça a fait naître de la curiosité. Et la curiosité qui, à l'occasion de la 2e rétrospective, a été matérialisée sous la forme où Laurence, finalement, a dit à l'équipe, je préférerais enlever ma croix sur le test target parce que je pense que j'ai pas mal de choses intéressantes à apprendre sur le test target. C'est à toi ? Si tu veux, je peux continuer. Donc, effectivement, c'était un outil très intéressant, puis qui a tout de suite débloqué un certain nombre de choses dans l'équipe. Ça a permis de prendre conscience des goulets d'étranglement. Et ça a permis d'autoriser les gens à dire ça m'intéresse pas. Et effectivement, ça a créé cette curiosité. Il y avait un 2e sujet, si vous vous rappelez, qui est moins visuel, qui était le problème du cycle en V à l'intérieur des sprints. Ok, j'ai des goulets, mais en plus, j'ai des testeurs qui attendent qu'on ait fini de coder. Donc on s'est attaqué aussi à ce sujet-là, qui était là encore des mécanismes qui étaient hérités directement de l'organisation précédente. Il faut savoir qu'on est sur des systèmes critiques, donc développer du code et livrer du code, comité du code dans la branche main, c'est quelque chose d'extrêmement engageant. Donc il y a je ne me rappelle plus exactement de la proportion, mais c'est du genre pour 4000 lignes de code, il y a 12 000 lignes de test. Et ne serait-ce que l'analyse statique du code pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite de mémoire ou de problème d'overflow, c'est un truc qui prend 18 heures. Donc, ce qu'on a fait, c'est de dire, OK, mais peut-être que ça, c'est valable pour la définition du done, pour la livraison totale du PBI en fin de sprint. Par contre, pour commencer à travailler sur mes tests, je n'ai pas besoin qu'on ait fait l'analyse statique de code. Peut-être que le développeur, il peut commencer à compiler une version, ou même, imaginons, je modifie un automate à état fini à l'intérieur pour rajouter 2 nouveaux cas. Je peux déjà en rajouter un, compiler, livrer un drop de code aux testeurs, ils vont pouvoir commencer à monter leur lab, injecter ça dans leur carte, commencer à tester ce cas-là, et puis pendant ce temps-là, moi je fais le 2e cas, puis ensuite je fais mes analyses statiques de code, j'étends ma couverture de test parce qu'elle n'est pas suffisante, je vérifie mes non-régressions, pendant ce temps-là, ils ont parallélisé le développement. Alors ça ne suffisait pas complètement, ça a permis de régler une partie des choses, c'est-à-dire on a éliminé le cycle en V, on a parallélisé beaucoup plus les métiers. Maintenant, quand on avait effectivement, et c'est arrivé fréquemment, une story où j'ai 4 heures de code et puis 40 heures de test derrière, j'ai un déséquilibre dans l'équipe. Il va falloir traiter ça au planning. Au planning. Bon, quand je vous disais que Damien parle beaucoup, il nous reste 10 minutes. Donc au planning. 4 slides. Oui. Donc au planning, en fait, comme on vous l'a expliqué, il y avait un problème d'auto-organisation identifié lors de la précédente démonstration par l'équipe. D'auto-organisation dans le sens où ils s'étaient engagés, ils savaient exactement combien de temps leur prenait chacune des tâches qu'ils avaient à faire. Et en comparant ça à leur capacité, normalement c'était bon, sauf qu'ils se sont plantés. Et donc on leur a demandé de rendre visibles les tâches pour chacun des métiers, et on leur a demandé donc de créer des post-it de couleur pour chacun des métiers, les bleus, les jaunes et les verts. Et ensuite, à l'occasion de la réunion de planification, on leur a demandé de faire un cumul par type de métier, à ce niveau-là, pour chacun des PBI. Oupla, pardon. Hop, ouf, ouais, bizarre ta télécommande. À ce niveau-là, on s'aperçoit que oui, on est capable dans ce sprint de remplir le contrat de réalisation de ces 5 PBI-là. Mais par contre, quand on se penche un peu plus en détail sur, par exemple, la partie test target, on s'aperçoit qu'il manque 30 heures pour avancer sur le sujet. Et donc c'est effectivement une partie des problèmes qu'ils avaient rencontrés dans le premier sprint et qui les avait empêchés de livrer. Il y avait un déséquilibre complet entre les compétences.
Tout à l'heure, on vous a, j'espère, convaincu que la réponse à cette problématique-là, c'est d'abord une réponse de montée en compétences et de polycompétences. Effectivement, qu'est-ce qu'on fait? On utilise notre matrice et ce tableau pour déterminer qu'est-ce qu'on peut faire. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut faire? Typiquement, on voit qu'on a un gros déficit sur le test target, mais qu'en revanche, on a moins de test système que notre capacité. On a de la marge, on a de la capacité excédentaire. Peut-être que un ou des testeurs système seraient candidats ou volontaires pour monter en compétence, faire un peu, donner un coup de main aux testeurs target. On va aussi identifier quels sont les PBI candidats, pas celui-ci. On a beaucoup de boulot dans les deux. Pas celui-ci, il n'y en a pas du tout. Pas celui-ci, c'est à peu près équilibré. Par contre, le deuxième et le quatrième PBI de notre sprint sont des bons candidats pour la montée en compétences. Alors, là, je vous la fais simple. Dans la pratique, il y a aussi des sujets qui s'y prêtent plus que d'autres. Mais on va pouvoir, du coup, planifier sur notre sprint et on va pouvoir indiquer au PO qu'on prend et on se commit sur les 4 premiers, que l'on va essayer de faire le 5e en profitant pour faire de la montée en compétences, qu'on va réserver un budget pour ça et que, avec un peu de chance, ça devrait tenir. Pour aller un peu plus loin, on va utiliser notre fameuse matrice. On l'a ramenée. On l'a ramenée d'autant plus que je ne vous cache pas qu'elle est tout à fait factice. On a reproduit celle que Pierrick avait fait sur place pour respecter l'anonymat. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder? Il nous faut un binôme entre le test target et le test system. Test target, c'est ici. Dans les gens qui sont en vert, c'est ceux qui sont intéressés. Et puis, le test system, c'est de l'autre côté. Et ben, ça tombe bien, on a Alain qui maîtrise bien le test system et qui est intéressé par le test target. De l'autre côté, on a Hervé qui maîtrise bien le test target et qui est intéressé par le test system. On va leur proposer de monter un binôme sur ce sprint-là, de travailler ensemble pour se complémenter. Alors, évidemment, quand on a proposé ça, ils nous ont dit « Vous êtes mignons, les gars, mais il faut 6 mois pour monter un expert. » Il y a un truc que j'ai oublié de vous dire. Hop, voilà. C'est qu'effectivement, ce budget de montée en compétences, on l'a matérialisé dans le backlog de sprint aussi. C'est-à-dire que dans le backlog de sprint, on a nos tâches de développement de test, mais on a aussi nos tâches de montée en compétences qui ne sont pas dans le backlog de produits. Ça n'a rien à voir, on n'est pas en train de délivrer de la fonctionnalité, mais elles sont dans le backlog de sprint. Et oui, donc j'étais sur les... Il faut 6 mois pour former un expert. Exactement. C'est quelque chose qu'on entend souvent. C'est si la personne que l'on forme veut être autonome sur le sujet, il lui faut 6 mois. Mais bon, quand on a un petit peu regardé en détail le job de chacun, et notamment la partie système test, on s'est très vite aperçu qu'il y avait des choses qu'on pouvait décliner entre c'est quelque chose que je fais rarement ou quelque chose que je fais souvent. Et puis en plus, on a regardé s'il y avait de la complexité ou de la simplicité par rapport à chacune de ces tâches. Et puis typiquement, on s'est aperçu qu'il y avait des tâches de type concevoir un labo, donc de mettre en place tout le labo. C'était fait rarement et c'était hyper complexe. Ça demandait une expertise très forte et c'était certainement pas l'un des sujets sur lesquels il fallait travailler pour monter en compétence. Par contre, à l'inverse, si on regarde le bête test à dérouler et notamment on est amené, une fois que le test est au point, à le dérouler plus souvent pour faire de la non-régression et c'est quelque chose qui est nettement plus simple et nettement plus répétable et ça peut décharger l'expert de ces tâches-là et permettre à une autre personne, en prenant ces tâches-là, de monter en compétence sur la manipulation du lab. Donc évidemment, on va plutôt commencer par là. Donc le message clé, c'est développer la polycompétence. On en revient à ce que je vous disais tout à l'heure. On ne cherche pas à faire des experts de tout. Donc là encore, quand on a besoin de former un testeur, il ne faut pas chercher à développer un expert du test. Il faut démarrer en plus avec une approche tout à fait petit pas. Qu'est-ce qui déjà permet d'avancer? Et on revient, tout à l'heure je vous disais, il y avait un deuxième sujet qui était « je ne sais pas former quelqu'un ». On les a amenés aussi à décomplexifier cette question. Je vais prendre un exemple tout simple.
on me dit, ok, former quelqu'un au développement sur la sonde de température, tu te rends pas compte, il faut 6 mois. Même si on prend quelqu'un qui connaît déjà bien le C sur de l'embarqué, il faut un qui se remonte tout son environnement, qui sache bouchonner tout ce qui est à bouchonner pour pouvoir développer et faire ses tests unitaires. Il faut qu'il acquiert nos normes de code sur ce module-là, qu'il connaisse l'architecture du bazar, etc. Qu'est-ce qu'on va faire avec un ticket de 10 heures de montée en compétence sur ce sprint ? Avec 10 heures, on peut déjà créer une page dans le wiki et lister tout ce que quelqu'un qui démarre le code va devoir savoir. Tout ce que je viens de vous dire, on va le lister. Et puis éventuellement, on va lui mettre aussi les pointeurs pour qu'il trouve où est-ce qu'il va consulter les docs d'architecture et qu'il trouve la liste des choses à bouchonner et où est-ce qu'il trouve les bouts de code pour les bouchonner, etc., etc. Première étape, je monte et j'ai quelqu'un qui est pas capable de faire grand-chose, mais il est capable d'aller à l'étape 2 de la formation. Et donc à l'étape 2 de la formation, je vais pouvoir lui montrer éventuellement mes plans de test unitaires sur mon automate à état fini. Et puis là, n'importe quel développeur va pouvoir m'aider, enrichir, rajouter un cas de plus. C'est assez facile. Et le gros avantage de ça, c'est que progressivement, sprint après sprint, ticket de montée en compétence par ticket de montée en compétence, on enrichit le capital formation de l'entreprise. Ça veut dire que quand on est 6 mois plus tard, effectivement, on a peut-être mis 6 mois à former quelqu'un qui connaît tout, mais au passage, on a tout documenté l'architecture, on a tout documenté les plans de test, les plans de formation, et ce qui sert dans une équipe, quand on a 10 équipes, ce qui sert dans une équipe resserre aussi sec dans l'autre. Et effectivement, ça progresse très vite. Alors, petit récap, on arrive sur la fin de notre présentation. On a essayé de vous restituer le contexte du projet et puis la complexité de son organisation pour vous donner à toucher du doigt. On espère que ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de travailler sur des organisations à grande échelle ont une meilleure idée avec ça de comment ça fonctionne, comment on cascade le backlog. J'espère qu'on vous a également convaincu que la polycompétence sur ce type d'organisation est un sujet clé. Ce qui peut arriver à passer sur une équipe de 5. Quand on a 10 équipes de 8, ça devient juste ingérable si on ne développe pas l'autonomie et la polycompétence des équipes. On a vu que pour mettre la polycompétence, il fallait surmonter à la fois des freins psychologiques avec de l'écoute, du volontariat et de la prise de confiance. Je laisse les gens faire ce qu'ils veulent avec la matrice et je leur fais confiance pour qu'ils fassent ce qu'il faut. Et puis avec de l'organisation, avec des outils comme ça, avec des tickets de ramp-up et avec un pilotage par les besoins de l'équipe. C'est-à-dire, je ne fais pas un plan en disant toi tu vas te former. On dit ok, dans ce sprint, de quoi on a besoin, qui est volontaire pour le faire. Pierrick, tu nous donnes un peu les résultats ? Les résultats, ils ont été très bons. En fait, on a eu une adhésion très rapide des équipes à la polycompétence. On a vu très rapidement des testeurs système devenir codeurs, début de codeurs, participer aux activités de codage, on dira plutôt, et tout ça en quasiment 3 sprints. Et encore aujourd'hui, c'est quelque chose que... C'est trop tôt là. C'est encore quelque chose que l'équipe a pris comme un enjeu de survie finalement et continue à monter en compétences. Là, je comprends pas ce que tu as écrit. Les cérémonies sont devenues plus interactives et beaucoup plus intéressantes pour l'ensemble des participants. L'équipe est heureuse du changement. Enfin, les équipes sont heureuses du changement et ont envie de continuer à travailler en Scrum. On a également toutes les craintes de qualité qui ont été balayées, et notamment parce qu'on a une qualité qui est même meilleure que celle qu'ils avaient avant. Et l'équipe est capable de livrer en temps et en heure. Oui, sur la qualité, il y a un point très clé, c'est que quand on a une équipe de gens qui ont des métiers différents, qui se parlent, qui comprennent mieux leur métier, qui s'échangent et qui travaillent ensemble, eh bien on arrive à avoir moins de trous dans la raquette avec moins de boulot. C'est-à-dire qu'au lieu que chacun reteste tout et que du coup on teste
4 fois les 80% des cas généraux et que les 20% soient livrés, soit de cas rares, soit laissés à l'abandon à chaque fois parce qu'on n'a pas les moyens, eh bien, on peut avoir une meilleure stratégie de test qui est consciente, qui est construite par l'équipe. C'est-à-dire que dans les raffinements de backlog, on a des discussions autour de c'est quoi la meilleure stratégie de test pour cet item-là. Est-ce qu'il vaut mieux faire une couverture en target, en système, les deux, parce que c'est pas les mêmes cas, etc. Qu'est-ce qui nous offre de la sécurité ? Par contre, tout ça c'était très encourageant, mais on a vu arriver un truc qui nous gênait beaucoup, c'est que il y a eu une sorte de déplacement des silos. C'est-à-dire qu'après quelques sprints, à partir du 4e sprint à peu près, on a vu arriver des remontées de choses en rétro qui étaient de l'ordre du ah oui, mais alors moi j'aurais besoin de tel expert qui est dans telle autre équipe, qui est le spécialiste fonctionnel ou le spécialiste technique de ce bout de code-là. Et le problème, c'est que il n'a pas le temps parce qu'il doit finir son sprint. Donc, on avait une sorte de cloisonnement et de renforcement. On avait très très bien réussi, on était très contents de nous, on avait très bien réussi à casser les silos métiers et à installer des esprits d'équipe. Le problème, c'est que du coup, on était en train d'avoir un repli des équipes sur elles-mêmes et une comparaison des équipes entre elles. Donc, c'était la phase 2. Après cette première phase de transformation, ça a été de traiter... Non, c'est moi qui continue, c'est pour ça que je me regarde avec un grand sourire. Ça, c'est le problème de faire des confs à deux, c'est que c'est toujours compliqué de gérer le passage de bâton. Donc le premier sujet d'ouverture derrière, sur lequel on pourra peut-être faire un retour d'expérience la prochaine fois, puisque là c'est encore en cours, c'est un peu tôt pour donner des résultats, ça a été de gérer les problèmes de transversalité des compétences. C'est-à-dire on a créé notamment par exemple des postes de référents techniques et fonctionnels sur les différents sujets qui ont une petite partie de leur temps qui est dégagée pour servir les autres équipes avec leur expertise, des espèces de super experts. On a créé des communautés de pratique, pour le coup par métier, avec là aussi un budget qui est alloué à l'intérieur du sprint, en l'occurrence 10% du temps, où les gens travaillent en dégroupé, c'est-à-dire que tous les testeurs système des différentes équipes s'assemblent pour traiter un des sujets critiques d'une des équipes, ce qui est un moyen de passer la connaissance. Le deuxième sujet, c'était que ce qu'on avait constaté au départ comme problème dans l'équipe, c'est-à-dire j'ai plus de boulot pour le test ou plus de boulot pour le code, on l'a retrouvé au niveau d'au-dessus, au niveau de l'AREA, entre les équipes. C'est-à-dire que dans la release, j'ai beaucoup plus de boulot sur la partie traitement de l'air que sur la partie lumière ou sur la partie température. Donc, de la même façon que le testeur doit pouvoir essayer de venir complémenter et aider le codeur sur des tâches simples et répétitives, eh bien, on s'est retrouvé à devoir ou à essayer d'installer un système qui permet à une équipe qui est spécialisée sur, par exemple, la température, de monter un petit peu en compétence ou en tout cas de venir aider l'équipe traitement de l'air sur 2 ou 3 sprints en prenant en charge des stories qui sont plutôt techniques et qui ne nécessitent pas une expertise fonctionnelle forte ou qui ont été choisies et pilotées sous l'expertise de cette équipe-là pour dire là-dedans qu'est-ce que éventuellement une autre équipe peut faire pour nous. Et le dernier point, ça a été de travailler surtout sur la notion d'esprit d'équipe globale produit, c'est-à-dire de ne pas troquer. On fait tous la fusée. On n'est pas. Le but, c'est pas d'avoir la meilleure vélocité. Où on a vu arriver des trucs complètement délirants, genre à nous, on est les premiers à avoir vidé notre backlog. Super. Mais le but, c'est quand même d'envoyer la fusée. Donc, il a fallu effectivement. Il y a encore un travail à faire en termes de team building et de choses comme ça pour rappeler souvent que, l'équipe, c'est un moyen d'organisation. C'est pas un but, on ne travaille pas pour son équipe, on travaille pour le produit. Bon, Damien, je dois te féliciter, tu as 2 minutes de retard. Ah, pas mal. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, je vais abandonner mon micro. Bonjour, merci. J'avais une question au niveau de l'organisation, au niveau des métiers. Est-ce que vous avez eu des freins au niveau des managers sur... lâcher un développeur ou un expert dans telle ou telle équipe ou ce genre de... est-ce que vous avez aussi travaillé sur la réorganisation globale, finalement ?
Alors, oui, on a travaillé sur l'organisation au global et à proximité des managers qui, avant, étaient les responsables de ces silos métiers. Ils ont globalement collaboré, je dirais, dans la montée en compétence des équipes et il n'y a pas eu de perte d'expertise. Les experts n'ont pas disparu, ils sont toujours restés des gens reconnus pour leur expertise, quelles que soient les équipes, et ils sont encore toujours sollicités pour cette expertise. Il y a juste une précision, c'est que dans votre question, j'entends, est-ce qu'on a eu à adresser le problème des managers qui perdaient des experts ? Ils n'ont pas perdu des experts, ils ont perdu toute leur équipe. C'est ça ma question. La totalité, c'est pas juste on a piqué un gars dans chaque équipe pour constituer l'équipe Scrum. Hein. La totalité des gens sur le site, sur le domaine en l'occurrence, ont basculé dans les équipes Scrum. Et là où il y avait 5 managers avant, là il y avait un side PO qui gérait l'ensemble des équipes. Les Scrum Masters ont été pris dans les experts fonctionnels souvent. Au passage, c'est pas forcément le meilleur choix. Hein. Il se trouve qu'il y en a qui se sont avérés de très bons Scrum Masters, mais le fait d'être feature prime, ça vous qualifie pas forcément pour être un bon facilitateur. Donc effectivement, on a eu un petit peu à gérer le fait qu'on a eu des managers qui se retrouvaient sans boulot et qui avaient tendance à s'en créer en organisant des trucs pour s'occuper. Donc on a vu ça assez vite et effectivement on a travaillé avec Pierrick sur le fait de leur trouver du boulot dans la transformation agile, justement pour animer les COP, pour être agent de transformation, pour gérer les problèmes de release, de politique de release et de gestion des branches et autres choses du même genre, de façon à ce qu'ils n'essayent pas de se trouver du boulot artificiellement. Oui, gestion des moyens pour tout ce qui est les capacités. La partie système test nécessite énormément de matériel, extrêmement coûteux. Donc, il y a aussi toute une gestion de partage des labos entre les équipes pour réduire le CAPEX. Bonjour, moi j'avais une petite question, de savoir si est-ce que c'était une bonne idée d'anticiper la polycompétence, la montée en compétences, si on n'a pas encore le bon candidat, et si on a un peu de temps, est-ce qu'on peut le prévoir par la documentation ou autre chose, prévoir le passage en compétence d'un expert? Je vais pas très bien, pareil. En fait, anticiper le passage en compétence d'un expert, alors qu'on n'a pas encore le bon candidat pour reprendre la compétence. Est-ce que ça c'est quelque chose qui peut s'anticiper? Est-ce que c'est une bonne idée de vouloir l'anticiper? Ou est-ce qu'il faut attendre d'avoir un candidat pour reprendre avant de commencer à le faire? Je crois que déjà le candidat, c'est... Parce que l'expert, ce qui me fait tiquer, c'est reprendre. L'expert, il n'abandonne pas son expertise, il reste dans l'équipe et il est toujours dispo. Simplement, il y a des phases dans le sprint ou des stories sur lesquelles son expertise n'est pas employée et sur lesquelles il peut donner un coup de main. Je vais prendre un exemple peut-être plus simple à comprendre quand on est dans un pur développement classique. Si je prends un développement d'appli web, je peux avoir quelqu'un qui est plus spécialisé sur la partie back, traitement de fond, et l'autre, quelqu'un qui est plus spécialisé sur la partie front, Ajax et autre chose du même genre. Une fois que la partie Ajax est réglée, le développeur, il peut aussi être capable de faire une partie back, même si elle est peut-être pas lui qui va poser l'architecture derrière. Mais il ne perd pas son expertise Ajax pour autant. Elle est toujours dispo dans l'équipe. La question, c'était pas sur la perte de l'expertise, mais de savoir quand on a une expertise qui est forte et qu'on sait qu'on va avoir besoin à un moment des moments de surcharge, mais qu'on n'a pas encore les candidats, les personnes dans l'équipe qui sont identifiées comme pouvant s'intéresser et reprendre ce sujet-là et donner un coup de main. Est-ce qu'on peut l'anticiper? Alors, la question, c'est est-ce qu'on a les moyens de l'anticiper? En général, ça voudrait dire, si on dit on n'a pas les personnes dans l'équipe qui ont la capacité, ça veut dire recruter. En général, on n'est pas dans des contextes où on a les possibilités de recruter, donc on va faire avec. Après, ce qu'on peut anticiper, c'est le fait que on va peut-être diriger telle feature vers telle ou telle équipe en fonction des expertises ou des compétences qui sont dedans. Ce qu'on peut anticiper, c'est que peut-être il va falloir 4, 5, 6, 10, 12 sprints pour monter en compétence dessus, et donc autant commencer dès maintenant. Mais c'est rarement attendre le bon candidat, de toute façon.
Après, ce qu'on n'a pas cité dans cette présentation, mais que j'ai abondamment cité et dont j'ai abondamment abusé dans la mission, c'est la présentation de Philippe Kruchten. Si vous cherchez sur InfoQ ou sur le web un truc qui s'appelle What Color is your backlog, moi je trouve ça très éclairant. Il explique que dans votre backlog de sprint, vous devez avoir effectivement de la production des stories, c'est de la production de valeur positive de court terme. Vous devez aussi anticiper de la production de valeur de long terme, c'est-à-dire du raffinement du backlog, mais vous devez aussi traiter les potentiels sujets de valeur négative, c'est-à-dire ce qui vous empêche de produire. Ce qui vous empêche de produire à court terme, c'est les problèmes de bugs, de dette technique. Donc dans votre backlog de sprint, vous devez avoir des sujets de traiter la dette technique. Et ce qui vous empêche de produire à long terme, c'est les problèmes de compétences. Donc si vous ne faites que produire, très vite votre équipe s'essouffle. Entre votre backlog de produits et votre backlog de sprint, il faut réserver en plus les 3 autres cadrans, du temps pour la montée en compétences sur le long terme, la formation des gens, la R&D, la veille, du temps pour traiter les bugs, les incidents, la dette technique, et du temps aussi pour investir sur votre backlog, faire des POC, étudier les opportunités, les fonctionnalités, etc. Je crois qu'on ne va pas être très loin de la fin, donc ça sera sans doute... derrière toi, il y avait déjà une question. Une question très simple en termes de budget. Comment ça s'est traduit? Parce qu'il y a eu un investissement en termes de formation. Et derrière, est-ce qu'il y a eu un retour sur investissement et à quelle échéance en fait? Alors, en termes de budget, déjà, je vais répondre à cette question. C'est que, effectivement, on a négocié avec le PO un budget de plus ou moins en moyenne, parce que ça varie d'un sprint à l'autre et d'une équipe à l'autre, de 15% sur la montée en compétences, avec des exceptions sur des équipes qui avaient des gros déficits et qui ont investi plus de temps que ça dans leur sprint sur la montée en compétences. Le retour sur investissement, je ne pense pas qu'il ait été mesuré d'un point de vue strictement chiffre et économique. À vue de nez, il est quand même très bon dans la mesure où très très vite, on a vu que ce qui patinait avant, et qui là a été une énorme dépense et une énorme perte d'énergie, c'est débloqué très très vite, notamment sur ce qui était l'ambition affichée de l'entreprise en passant à l'agile, c'est-à-dire remettre du sens business et du sens métier dans les équipes de développement, redonner du contexte à ce qu'on fait. Et là, le fait d'avoir effectivement une vue transverse sur les autres métiers paye très très vite. Derrière toi, il y avait une question. Comment avez-vous réparti les responsabilités produits? J'avais vu que vous avez des area product owner et après des site product owner. Vous avez fait finalement une gouvernance ou c'était finalement chacun avec son périmètre bien défini de responsabilités et un chief product owner à la fin? En fait, c'est actuellement un des chantiers qui est en cours sur cette transformation. Notamment parce qu'il y a eu des petites guéguerres entre les... Quoi? Oui, après on arrête. Des petites guéguerres entre site PO sur moi je veux intéresser mes équipes parce que c'était encore leurs équipes et donc ils tiraient les features qu'ils savaient que ça allait intéresser telle ou telle équipe et en fait petit à petit est en train de se mettre en place des règles par vraiment domaine d'expertise, par région dictées par le PO. En fait, le PO a fait un workshop avec les différents autres area et supporting PO et ils ont établi une sorte de règles pour orienter les features et orienter les PBI vers les différentes équipes. Ok. Voilà. Oui. Comment convaincre les membres de l'équipe de devenir polycompétents et de sortir de leur confort et de comprendre l'enjeu de devenir polycompétent? Alors, l'enjeu, il l'avait très fortement parce que, en fait, c'est plutôt à l'envers. C'est-à-dire qu'on est sur une organisation où les gens savent que économiquement, leur business est en danger.
Et donc l'agile est vécu comme un peu à la fois un risque ou une opportunité de s'en sortir. C'est-à-dire que si ça marchait pas, si on cafouillait encore une fois, et au départ on a eu beaucoup ça dans les entretiens avec les équipes, c'était on peut plus se permettre d'essayer encore autre chose. Là il faut juste qu'on mette le nez dans le guidon et qu'on sorte le produit. Et quand ça a commencé à accrocher, du coup c'était ok, là on a une chance, il faut qu'on aille au bout. Donc ils étaient extrêmement volontaires ou motivés pour que ça marche. Moi j'ai rarement vu des équipes qui sont aussi mobilisés sur leurs produits ou sur ce qu'ils ont à faire ou sur les enjeux économiques. Et après, il s'agissait vraiment que de lever les freins. Lever les freins de peur, lever les freins de je ne sais pas comment faire, ce qui était un peu le sujet de notre conf. Je suis désolé, on ne va pas pouvoir prendre une autre question. J'en ai une, moi, à vous poser. Si mon truc... oui, si je coupe la télécommande, évidemment, ça ne marche pas. Est-ce que vous pouvez lever la main si vous répondez oui à une de ces 3 questions, c'est-à-dire j'ai trouvé une technique utilisable, j'ai répondu à une question que je me posais, ou j'ai compris un problème. Ok, ça fait un bon 80%. N'oubliez pas en sortant de mettre un petit point pour l'organisation du Scrum Day sur les posters, pour vous dire si ça vous a plu ou pas. Merci.